Dans l'épisode précédent, on a commencé par améliorer le code existant. On a rajouté une librairie de log, on a créé un système de configuration au compile time, et on a amélioré notre manière d'arrêter le programme. Ensuite, je t'ai montré une partie du protocole de communication entre le client de jeu et le serveur. Et pour terminer, on a codé l'envoi et la réception de buffers sur le réseau. Si c'est la première vidéo que tu regardes de la série, je te mets à l'écran le lien vers l'épisode 0 pour que tu comprennes mieux le projet qu'on développe ensemble. En bref, il s'agit d'apprendre le C++ professionnel en codant un serveur de MMORPG pour Lineage 2, à l'aide d'une vieille version du client officiel. Pour obtenir ce client et démarrer la série, regarde l'épisode 0 et suis le lien en description. Et maintenant, on attaque l'épisode. Donc notre première étape, comme la vidéo précédente, ça va être de reprendre notre code et de l'améliorer. On a laissé pas mal de choses un petit peu en suspens, et en plus de ça, je suis allé un petit peu vite sur certains points, et j'ai laissé quelques erreurs dans le code. Mais première chose, on va pas encore toucher au code, on va rajouter des warnings à la compilation, et on va mettre le niveau maximal de warning. C'est une opération que je vais vouloir faire pour tous les sous-programmes de ce projet. Donc du coup, on va pas simplement aller dans le CMakeList de notre login serveur, on va remonter sur notre CMakeList global. On va se placer au-dessus de l'ajout de nos sous-dossiers et on va utiliser l'ajout général des options pour les programmes. Cette commande ne supporte pas les Generator Expressions de CMake, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre des conditions autour selon le compilateur qu'on est en train d'utiliser. Pour ça, CMake nous donne une variable et on va simplement la comparer avec la string suivante. Ici, voilà, je rajoute le niveau maximal d'options pour MSVC. Mais si je voulais supporter GCC par exemple, je ferais comme ceci. Mais là, si je veux supporter Clang, c'est un cas un petit peu particulier, puisque Clang a au moins 2 formats possibles, voire 3, puisqu'il en existe aussi un pour Apple. Il a un format GNU, il a un format MSVC. Le format MSVC s'appelle Clang-CL, et le format GNU s'appelle juste Clang. Et en fonction, il va utiliser la représentation des arguments de MSVC ou de GNU. Donc ce qui est bien, c'est que depuis CMake 3.30, il y a une nouvelle variable qui nous permet de gérer ça de manière transparente. On va remplacer compiler ID par le compiler front-end variant. Voilà, de cette manière-là, si on est sur MSVC, on sera sur W4. Si on est sur Clang-CL, on sera également sur W4. Et si on est sur GCC ou Clang tout court, alors dans ce cas-là, on sera sur WALL, WARR. On va recompiler tout, et on va voir si tout se passe bien. Voilà, déjà ici on repère qu'on a un warning au niveau de notre conversion. Il faudra qu'on règle ça plus tard. Donc ça tombe bien, il nous a fait revenir dans un endroit un petit peu intéressant. Ici, vous aurez remarqué qu'on a beaucoup de répétitions, et notamment au niveau des types. C'est quelque chose qu'on va énormément utiliser, ces types-là. Les types qui sont à taille fixe, ça va notamment nous être très utile pour la formation des paquets, parce qu'on veut que les données soient écrites sur des octets qui soient les mêmes quelle que soit la machine qu'on utilise. Qu'on soit en train de compiler pour 32-64 bits, on veut que nos valeurs soient toujours écrites de la même manière. Et on va pas s'amuser à écrire std uinct à chaque fois, c'est extrêmement long. On va plutôt commencer un fichier avec des typedef qui va énormément nous servir pour la suite. Et par quoi est-ce qu'on va commencer? On va regarder un petit peu ce qu'on a. Ici, premièrement, vous avez sûrement remarqué, et je ne l'ai pas trop expliqué, mais on a fait un vecteur de caractères non signés. Parce que ici, on n'essaie pas de recevoir un nombre. On n'a pas besoin de savoir s'il va être négatif ou positif. On veut recevoir un octet. Et donc pour représenter l'octet, on va plutôt sémantiquement écrire un byte. Ça va être notre premier typedef. Ensuite, on va faire un autre typedef pour gérer nos uint16 et compagnie. Et histoire d'être complet, on va aussi faire les versions signées. Histoire de rester sur de l'amélioration sémantique, on va également créer un typedef pour notre header de paquet et un typedef pour notre opcode. Donc on va changer la signature de notre paquet handler. Au lieu de recevoir un simple byte, on va recevoir un opcode. Il peut potentiellement accueillir jusqu'à 2 octets.
On n'a pas besoin d'aller modifier quoi que ce soit pour le moment parce que dans le login serveur, tous nos OP codes seront toujours sur un seul octet. Mais ça va nous préparer pour la suite, notamment pour le game server, qui lui pourra avoir entre 1 et 2 octets au niveau de l'OP code. Notre but c'est de réutiliser un maximum de code entre les deux plus tard. Ensuite, on va revenir sur notre code de callback parce qu'il a un petit problème. On vérifie les codes d'erreur après avoir essayé de récupérer la socket. Donc on va réorganiser l'ordre pour que ce soit de nouveau correct. Ici, histoire de n'avoir qu'un seul test sur la valeur de l'error code, on va plutôt utiliser un switch. Pour le cas où tout s'est bien passé, on a plusieurs manières de faire. Soit on peut utiliser la macro standard exit success qui vaut 0, soit on peut aller récupérer une valeur un petit peu plus sémantiquement correcte qui est ici. Si tout s'est bien passé, on va simplement faire un break. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on va aller placer notre classe session dans son propre fichier. On va également profiter pour déplacer les fonctions dans le fichier CPP. Vous aurez remarqué qu'on utilise énormément sizeof de packetHeader, ça me donne envie de créer une variable pour elle. Sémantiquement, c'est plus lisible. Maintenant, il y a une toute petite amélioration que j'aimerais bien faire, c'est modifier notre fonction handleError pour mettre également un switch dans un premier temps, et également changer le retour de la fonction pour qu'on puisse changer les conditions de nos callbacks. Voilà, ça se lit. Si je n'arrive pas à gérer l'erreur, alors voilà le code que j'exécute. On compile. Le compilateur nous demande de gérer une macro. Alors elle a une valeur par défaut à l'heure actuelle, mais du coup on va se taper le warning à chaque fois. Et ça c'est pas plaisant. Donc on va plutôt aller la rajouter directement dans notre projet. C'est une macro qui vient spécifiquement de l'utilisation des sockets, et donc de Boostasio ici. Ça va pas forcément aller dans l'ensemble de nos projets, donc cette fois, je vais plutôt l'ajouter localement à notre projet login server. Et ici, c'est également une définition qui est spécifique à Windows. Je vais pouvoir placer la définition de cette variable en une seule ligne de la manière suivante. Voilà. Si on recompile de nouveau, les warnings ont bien disparu. Revenons à notre fichier main. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, l'étape d'après, ça va être de ranger tout ça. Ici, on a clairement une classe qui est spécifique pour la gestion de la socket. On va donc aller enfermer ça dans un conteneur qu'on va nommer socket listener. Donc de quoi va avoir besoin notre classe socket listener? Évidemment, elle va avoir besoin de l'acceptor. L'acceptor va avoir besoin de l'IO context pour être initialisé. Ensuite, on va rajouter une fonction listen pour encapsuler tout ce qu'on a fait par ailleurs. Dans cette fonction, on aimerait pouvoir listen sur une adresse qu'on aurait écrite à la main ou qu'on aurait chargée depuis un fichier de configuration. Donc on va prendre une string. Une string view même, carrément.
Et pour le port, un port, ça ne peut aller que jusqu'à 65 536, ou 535 plutôt. Donc ça veut dire qu'on va le coder sur un uInt16. On va aller récupérer notre code depuis le main. Et ici, on va plutôt devoir utiliser Lost. Pour ça, il y a une fonction qui s'appelle makeAddress. Elle permet même de s'occuper de si notre IP elle sera V4 ou V6 toute seule. Apparemment, il y a un petit souci, malgré le fait que une version avec la string view existe bien. Du coup, pour le moment, je vais corriger ça en créant une SC string directement. Pour la seconde ligne, on a déjà initialisé notre acceptor, mais sans endpoint. Du coup, on a deux solutions ici. Soit on refait toutes les étapes supplémentaires qui sont déjà exécutées par le constructeur de l'acceptor quand on lui donne l'endpoint, soit on recrée un acceptor directement avec un endpoint et ensuite on swap les deux. Ici, je vais plutôt utiliser la manière simple, je vais utiliser le move assignment operator. Du coup, on n'a pas de gestion d'erreur ici. En réalité, s'il y a une erreur, on va recevoir une exception. Du coup, je vais simplement retirer la variable de retour et on va passer sur void. Ce sera au caller de gérer l'exception. Maintenant, on va mettre ça dans notre main. Ensuite, il nous faut notre callback pour quand la socket a réussi. Et on peut les mettre ça dans notre main. Effectivement, il va également falloir fournir une manière d'arrêter le socket listener lorsqu'on veut arrêter le programme. Ici, on va juste avoir un tout petit problème. Je vais lui donner localhost, mais en fait, la documentation de makeAddress nous dit qu'il attend une IP. Donc en l'occurrence, je vais plutôt remplacer localhost par l'IP. On est bon, on a toujours nos fonctionnalités et on a transféré ça dans des fichiers. La petite chose que j'aimerais bien qu'on fasse maintenant, c'est que ça devrait pas être la responsabilité de la personne qui donne la callback de gérer les erreurs du socket listener. Cette callback, elle devrait simplement être appelée lorsque une socket est arrivée en bonne et due forme. Donc on va ajouter un niveau d'abstraction supplémentaire pour gérer les erreurs et également relancer l'écoute d'une socket si le programme n'est pas arrêté. Voilà, maintenant on a simplifié le code. Le client de notre fonction listen n'a plus besoin de s'occuper de gérer les erreurs. Il sait que sa fonction n'est appelée que lorsque tout s'est très bien passé. Et si tout s'est très bien passé, un nouvel async accept sera renvoyé ensuite derrière pour préparer la venue d'un nouvel utilisateur. Du coup, actuellement, on ne peut avoir qu'une seule session qui est stockée dans cette optional ici, mais on va changer ça juste après, quand on va déplacer un petit peu tout ce code applicatif dans une autre classe qu'on va justement nommer application. L'intérêt de cette classe, c'est qu'elle va permettre de vider un petit peu le main de toutes les choses dont elle n'a pas besoin, et ça va nous permettre de sémantiquement mieux gérer l'initialisation, les variables à détruire, l'ordre de destruction, le shutdown, etc. Donc c'est la dernière chose qu'on va faire maintenant, avant de passer à l'étape d'après, qui sera de vous montrer la première étape d'encryption des paquets. Donc on va se créer une classe application.
Et cette application, c'est elle qui va posséder les différentes variables qu'on a initialisées dans main. La première étant l'IOContext. Mais avant même ça, on va juste préparer un tout petit peu le terrain et on va copier un pattern que fait le framework Qt. On va récupérer les arguments du programme au cas où on a envie de rajouter des choses à l'avenir. Ensuite, la deuxième chose qu'on va récupérer, c'est notre signal set. Et pour son async wait, on va recréer une fonction shutdown pour notre application. Ensuite, on a également à récupérer notre acceptor. Et il va falloir qu'on initialise tout ça. Forcément ici, notre session, elle va être détruite à la fin de la fonction init. Donc on va en profiter pour passer à l'étape d'après, plutôt que d'en avoir une seule session, on va plutôt garder une collection de sessions. Et pour pouvoir les identifier, on va leur rajouter un simple ID. Si vous vous demandez, je mets toujours mes getters avant mes setters. C'est toujours l'ordre dans lequel je le fais, getter, setter. Ça me permet d'avoir d'abord l'interface de propriété de la classe du premier coup d'œil et ensuite de savoir comment est-ce que je peux modifier la classe. Donc maintenant, on va rajouter une liste de sessions ici. Pourquoi est-ce que j'utilise une liste? Tout simplement parce que lorsqu'un utilisateur se déconnecte, il doit être retiré. Si j'utilisais un vecteur, il faudrait retirer un élément potentiellement en plein milieu, ce serait problématique. Modifions la fonction main. Il va nous manquer une fonction run. On teste ça. Il semblerait que notre programme ne s'arrête pas. On va regarder ça. Effectivement, on a simplement oublié d'arrêter le listener dans la fonction shutdown. Et voilà, le programme s'est arrêté correctement. On a rangé tout ça dans différentes classes. On est prêt pour passer à l'étape d'après de notre expansion. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va avancer un tout petit peu sur la partie de nos paquets. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos paquets, normalement, ils sont
encrypté. Il y a 3 choses qui se produisent. La première, c'est quand on forme un paquet, on rajoute un checksum à la fin de ce paquet. Ensuite, l'entièreté du paquet, sauf la taille, est encryptée avec un vieil algorithme qui s'appelle Blowfish. Et uniquement dans le cas de notre paquet d'authentication, celui qui transmet le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe, une encryption RSA est rajoutée par-dessus. Donc dans l'ordre, on va devoir commencer par le rajout du checksum à la fin de notre buffer. C'est une opération qui doit être faite pour chaque paquet qui est envoyé. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait une fonction send qui prenait un span. Et ce span, il ne va pas nous permettre d'étendre la taille du paquet, puisqu'ici on va devoir rajouter le checksum à la fin. Donc on va devoir la modifier un petit peu. On va récupérer notre vecteur et on va rajouter les informations nécessaires à l'intérieur. Donc ici, la chose à savoir, c'est que l'algorithme de Blowfish, qui va passer après notre rajout de checksum, il a besoin de travailler sur des buffers de 8 octets. Donc ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir rajouter notre checksum sur 8 octets. Et il faut également que la taille de notre paquet soit modulo 8. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter des zéros à la fin de notre paquet pour qu'à la fin, il ait une taille qui soit modulo 8. Donc tant qu'on n'est pas modulo 8, on va rajouter des zéros. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on sait que notre buffer, il a une taille qui est modulo 8, on va pouvoir rajouter le checksum à la fin. Alors comment on fait un checksum? Ici, c'est un checksum qui utilise la technique du XOR. Donc en fait, on prend chaque octet du buffer et on va faire un XOR sur la valeur précédente. On va utiliser un U64 parce qu'on a besoin de rajouter 8 octets à la fin pour continuer d'avoir une taille qui soit modulo 8. Voilà, on a récupéré notre checksum, on va simplement l'ajouter à la fin de notre buffer. Donc là, on veut rajouter 8 octets, 8 bytes à la fin de notre buffer de bytes. Le plus simple est d'utiliser une nouvelle variante du vecteur qu'on a ici, qui s'appelle append_range. Une range, ça peut être un span par exemple. Créer un span, c'est complètement gratuit. C'est la même chose qu'une string view, c'est un pointeur, une size, tout bêtement. De cette manière, on sait que on a notre checksum qui est ajouté à la fin de notre paquet, et maintenant, on peut déterminer la taille totale du paquet. Mais avant ça, il va falloir qu'on l'encrypte, avec l'algorithme de Blowfish. Cependant, pour le premier paquet, il n'y a pas besoin de faire ça. Le paquet d'initialisation, c'est le seul qui n'est pas encrypté avec du Blowfish, donc ça va nous permettre de faire un test. Ok, donc notre client s'est bien connecté, et là on voit qu'on a reçu des octets. On voit pas nos octets envoyés parce qu'on n'a simplement pas mis de log pour l'afficher, mais on voit qu'on a reçu un paquet. Alors l'OP-code qui est ici, on le verra dans la vidéo d'après, mais il n'a pas la valeur qu'on attend. Il est effectivement encrypté par Blowfish, donc il faudra qu'on s'attaque à décrypter le paquet la prochaine fois. Là, on va juste faire en sorte d'afficher les informations correctes. Ok, on a bien envoyé notre premier paquet qui est ici. Il a le bon OP-code, celui-là il n'a pas été encrypté. La size est un petit peu grande, mais si vous vous rappelez, on avait bien 128 plus 230 plus 48, 139 en tout, mais on a dû le padder avec des zéros pour qu'il soit modulo 8, et il a fallu ensuite rajouter encore 8 octets pour mettre le checksum. C'est pour ça que tous les paquets sur le login server, ils grossissent pas mal. Mais bon, c'est pas un problème parce que les joueurs vont pas passer beaucoup de temps sur le login server et ils envoient pas beaucoup de paquets non plus. Donc voilà, on a notre premier paquet qui est envoyé, on a reçu notre première réponse, on s'occupera de ça dans la prochaine vidéo. Une fois qu'on aura vu l'encryption avec Blowfish et qu'on aura vu le paquet avec le RSA, on aura tout ce qu'il nous faut pour compléter la boucle du login server et démarrer le code pour le game server. On n'est plus très loin maintenant. Si tu as des questions à la suite de cet épisode, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à les poser sur ma plateforme directement si tu t'es inscrit. Je te conseille évidemment de t'abonner pour recevoir la petite notification dès que je vais sortir la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo dans laquelle on va essayer de compléter la boucle du login server et d'entamer notre première connexion sur le game server. D'ici là, porte-toi bien, je te retrouve là-bas. Ciao.